C'est l'heure du sonneur. Et je suis très heureuse d'accueillir Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Ah bah vous m'avez fait peur. Vous avez pris du temps à faire votre... j'ai senti qu'il fallait que vous parliez en bloc ensemble, mais j'ai cru que vous n'aviez pas de micro. On attendait que vous ayez fini votre phrase. Ouais, c'est ça. Et ben moi j'ai cru que vous n'aviez pas de micro, ça aurait été chouette parce que j'aurais pu continuer de chanter toute seule, chante et mets tes baskets. Alexandre Langlois, je vais rappeler votre livre, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma, Régis de Castelnau évidemment, Une justice politique, votre livre aux éditions L'Artilleur et puis votre blog Vue du droit. Et je vous propose qu'on commence donc par ce kit de survie. Chers amis, le kit de survie que le gouvernement s'apprête à nous envoyer tous, un manuel de survie en cas de conflit. Alors on ne sait pas trop en cas de quoi, en cas de conflit armé ou en cas de crise sur le sol français. Il faut être prêt à tout. Ce kit, voilà, vous le voyez qui s'affiche et ce qu'il faut avoir toujours dans son sac à dos. Mais c'est également un petit livret d'une vingtaine de pages qui va détailler les bons gestes à adopter si une menace arrivait. Voilà, un petit livret qui est calqué sur un modèle suédois qui lui existe déjà et qui a déjà été envoyé. Moi, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, comme je vous l'ai dit, ne sait pas encore face à quelle menace, mais on dit face à la multiplication des menaces. Eh bien, on vous enverra ce petit manuel de survie avant l'été prochain, avec tous les gestes à adopter. Voilà, en gros, la dernière information qui a été, je crois, révélée par Europe 1 en premier. Comment vous réagissez, Alexandre Langlois? Ça vous tenait à cœur? Je trouve ça rigolo. Déjà, c'est le timing pour l'envoyer. Macron fait ses discours, on va en guerre, et il reprend le kit qui est un kit de la sécurité civile qui existe déjà depuis très longtemps. Donc en fait, après il dit c'est pas voulu, c'est pas du tout pour la guerre. Bon bah du coup, pourquoi choisir pile ce moment pour y aller? Évidemment. Après, ça pose des questions pratiques. Dedans, il faut un couteau suisse. Ouais. Comment on fait quand on habite à Paris? Quand on n'a pas le droit d'avoir de couteau. Bah oui. Donc, problème, bah oui, à Paris, il y a les arrêtés Hidalgo qui disent on interdit de se promener avec des couteaux et tout ça. Oui, Donc, oui, du coup, ça pose des vraies questions, des affiches. Donc, ça pose des questions. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir un chargeur. Si on imagine qu'on est en crise et qu'il n'y a plus d'électricité, donc à quoi ça sert? Les clés de voiture, donc aussi, pareil, pourquoi un double alors que, bon, voilà. Les lunettes, tout le monde va pas chez Afflelou pour avoir une deuxième paire gratuite. Non, mais c'est ça, parce qu'il faut les deux paires de lunettes. C'est vraiment très drôle. Oui. Non, voilà, je veux dire, en fait, ce serait un sketch, ce serait rigolo, mais en fait, c'est pas un sketch et ça va encore nous coûter quelques millions d'euros, parce qu'à chaque fois, les coups de pomme du gouvernement, on n'a pas d'argent pour les retraites, on va augmenter l'âge de la retraite, on va augmenter les impôts, etc. Par contre, on trouve de l'argent pour des bêtises comme ça. Les médicaments, alors on ne sait pas lesquels, pas de détails dedans. Radio à pile pour bien écouter la propagande du gouvernement, même si on est coupé de tout, on a la chance de pouvoir écouter Emmanuel Macron. C'est quand même génial, ça. Donc ça, c'est quand même important. Bon, ceci dit, le blague à part, effectivement, je sais que les radios comme France Bleu et tout ça sont des radios locales qui sont considérées dans les plans d'urgence pour justement continuer d'émettre en permanence, même si jamais il y avait des incidents et des choses très graves. Donc, sur le fondement réel, oui, mais après, bon, est-ce que les gens auront des radios à pile à ce moment-là? Le double de ces papiers, je pense que c'est effectivement, c'est ce qu'on veut en premier, avoir sa carte d'identité pour pouvoir s'échapper. Voilà, bon, ou alors peut-être un papier d'auto-attestation, comme on fait les 5 ans du début de la crise Covid. Donc, non, voilà. Donc, au final, l'eau, voilà aussi, 6 litres d'eau, c'est important. Tout le monde a ça dans un sac, très facile à transporter et en plus, c'est par personne. Donc, les familles nombreuses, bon courage aux parents. Donc, voilà. Donc, oui, au final, c'est que des choses de bon sens. Et j'ai beaucoup aimé aussi certaines réflexions sur les réseaux sociaux qui disent donc, ça, c'est un kit, c'est pour qu'on puisse partir de chez nous. Les gens disent, ben oui, mais si on voudrait rester, du coup, peut-être qu'il faudrait qu'on puisse se défendre, qu'on puisse avoir de la nourriture. Mais là, on n'a plus le droit. Tout ça. Non, je sais bien. Parce que se défendre, pas le droit. On n'a d'ailleurs plus le droit d'avoir le vieux fusil de son grand-père. On va commencer à être contrôlé sur les potagers chez nous. On est déjà contrôlé sur pas mal de choses chez soi. Donc, et on n'a même plus le droit d'avoir de feu. De poêle à la maison pour réchauffer sa maison. Donc ça, si on veut rester chez nous tranquille, entre guillemets, autonomie, ça ne marche pas. C'est que si on doit quitter c'est mieux qu'on quitte, en fait, visiblement. Ok, c'est ça, voilà. Et pareil aussi pour l'eau, vous avez oublié l'eau, Clémence. Déjà, si on a un puits, on n'a pas le droit de s'en servir, ultra contrôlé, parce que... C'est dingue. Parce qu'il faudrait qu'on soit pas autonome. Non, mais c'est un vrai paradoxe. Pardon, Alexandre, mais c'est super important ce que vous dites, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui serait une vraie résistance contre un ennemi, d'où qu'il soit, c'est-à-dire une autonomie pour pouvoir résister sur place et chez soi, que ce soit le puits, le potager... et une arme éventuellement de chasse ou ce qu'on appelait le fusil du grand-père, eh bien maintenant tout est interdit. En revanche, quitter et fuir, et dans les conditions de propagande qu'on connaît, ça c'est encouragé finalement.
C'est encouragé. Et puis même, il y avait aussi, des fois, si on monte au-delà du kit, s'il y avait vraiment une crise, il y avait des plans d'urgence au niveau des mairies et des départements pour savoir comment la population peut avoir de la résilience au niveau local. Et il y a une association qui s'appelle la Brigade d'ICRIM, qui justement essaye d'organiser les communes pour qu'elles puissent être en autonomie alimentaire. Pour le moment, en France, je crois qu'il y a que moins d'une dizaine de communes qui sont capables d'être en autonomie, ce qui veut dire que si jamais il se passait quelque chose, les voisins viendraient piquer leurs affaires, bien évidemment, pour se servir, et que la plupart des plans d'urgence des communes, c'est en cas de crise, allez vous servir au supermarché. Le supermarché en France a une autonomie d'une journée à 3 jours maximum. Ce qui veut dire qu'on est prêt à rien du tout. Ce qui veut dire que là, on est en train de faire psychoter les gens sur des choses, parce que là, dans le kit, ce qu'on a vu, on mange pas quand même. Oui. Donc pendant 3 jours, c'est pas Si, grave. il y a quelques boîtes de conserve dans le kit, je crois. Bien sûr, voilà, mais après, il faut les faire réchauffer, tout ça. Mais comme on n'a pas le droit au poêle, c'est compliqué. Enfin, on arrive toujours à des problèmes. Manger des boîtes de conserve froides, on peut en manger certaines. Mais bon, Si on crève de faim, oui. Voilà. Mais du coup, le vrai échelon qui serait une organisation au niveau communal pour avoir une organisation de résilience avec des circuits courts, etc., tout ça est balayé. Personne n'a fait. Et si on demande à nos mairies, est-ce qu'on pourra avoir le plan d'urgence? La plupart des plans d'urgence, faites-en l'expérience, ils vous diront, on ira se servir au supermarché. Donc en fait, on est en train de faire peur aux gens. Et derrière, ce que l'État peut organiser par lui-même au niveau des départements et des communes n'est pas fait. Ouais. Non, mais c'est un vrai sujet finalement. C'est pas que anecdotique en prenant, comme vous l'expliquez, Alexandre Langlois, la véritable autonomie, le circuit court, se retourner vers un agriculteur, etc. Rien de tout ça n'est organisé. Et les boîtes de conserve, c'est bien connu, ça pousse partout, au bout des arbres. Et il suffit de se pencher pour les cueillir. Régis de Castelnau. Alors moi j'étais content parce que je me suis dit je vais avoir une leçon de survivalisme. Tout ceci est totalement grotesque dans la mesure où la France est quand même un pays qui a de la chance. On n'a pas de catastrophe naturelle considérable comme d'autres pays. On n'a pas de problème pour l'instant de tremblement de terre. On n'a pas de problème de cyclone comme Garance que viennent d'avoir les Réunionnais. Et oui, eux, ils sont organisés. Il y a tout un tas de plans qui existent. Mais et puis j'ajoute, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre non plus. Et comme par hasard, Macron nous prétend qu'on l'est pour se sauver politiquement. Parce qu'il est dans une situation catastrophique, politique et économique, comme d'autres dirigeants européens. Et voilà qu'on nous sort. Nous sommes en guerre. Et pour histoire d'accentuer la peur, on envoie ce guide. C'est honteux, c'est simplement honteux. Alors Alexandre, je constate qu'Alexandre est quand même, je veux dire, il est sur des bases anciennes. On dit pas une radio à pile, on dit un transistor, Alexandre. On dit un transistor. Plus personne n'a de transistor, c'est complètement fini. C'est totalement ridicule et ça témoigne, je veux dire, quelque part, la dimension psychopathe du personnage, tout le monde la connaît, mais ça abolit son sens du ridicule. Ça abolit son sens du ridicule parce que, alors, on fait référence aux Suédois, c'est ancien, c'est la Suède, c'est pas la France non plus. C'est comme quand on parle de la Suisse. La Suisse, c'est tout près, mais ils ont une mode d'organisation, pardon. Ils ont une histoire. Ils ont un service militaire, les Suisses, rien à voir. Il y a une arme chez eux. Il y a la démocratie avec la votation, etc. C'est pas ça la France. En France, c'est pas comme ça. On peut le déplorer parce que on peut être un petit peu parano, mais non, là, c'est vraiment de l'instrumentalisation au service de la cause d'un homme politique en dérive. Mais vous pensez qu'il est tout seul dans cette histoire, Régis parce qu'il y a forcément un peu de com, un peu d'organisation derrière, avec une équipe, non? Ou vous croyez que c'est lui tout seul, là? Moi, je constate quand même que ce système, c'est une espèce de gang qui l'entoure, je pèse mes mots, et c'est un système qui fonctionne comme une cour. Il suffit de voir dans les médias mainstream ce que disait Jacques Beau, que vous avez reçu, Clémence, mais sur un autre média. Il disait l'effondrement du journalisme en France est considérable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours critique concernant Emmanuel Macron dans les médias mainstream, donc tout le monde exécute. C'est une opération qu'il a dû monter. Alors, il peut y avoir un excès de zèle aussi, en disant le chef dit qu'on est en guerre, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'accentuer son discours? Alors,
Internet permet d'aller sur la presse internationale, mais Ouais. cet homme est ridicule dans le monde entier. Moi, je reçois tous les matins la newsletter du New York Times pour voir comment ils en parlent. La désinvolture, c'est pourtant un journal démocrate, hein. C'est pas spécialement trumpiste. Non, non, c'est absolument horrible. Ce que cet homme nous aura infligé comme humiliation, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon. Malheureusement, ce que je constate, c'est que les Français ne réagissent pas suffisamment. Pendant Ouais. 2 jours, 3 jours, des gens comme nous ont réagi. Clémence, vous faites un super travail en dénonçant, en décodant ce genre de communication. Ouais. Mais au bout de 3 jours, les gens passeront à autre chose. Quand est-ce qu'on va se débarrasser de cet homme qui nous conduit à la catastrophe? Mais parce Vraiment, que c'est une souffrance. vous pensez d'un que c'est moment, plus hein. qu'anecdotique cette histoire de kit de survie en fait. Ah, mais c'est anecdotique au sens. Oui, vous avez raison. Il y a 2 choses. Soit il est vraiment fermement décidé à nous emmener dans la mauvaise direction, c'est-à-dire l'affrontement avec la Russie, c'est-à-dire que la surenchère dans le réarmement, dans l'industrie de guerre. Et ça, je pense que personnellement, j'y crois pas. On n'a pas les moyens. C'est ridicule. C'est ridicule. Comment? Il nous faudrait 20 ans, toute l'Europe confondue, pour essayer de mettre quelque chose en place. Et encore, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes normes, on n'a pas la même histoire. Rétablir la conscription, ben bon courage, mon gars. Ouais. Hein, d'abord, ça coûterait une fortune. Ça coûterait une fortune. Bon, donc c'est ridicule. Est-ce qu'il est fermement décidé à durcir et à nous emmener dans des aventures guerrières? Je ne le pense pas. Non, c'est au jour le jour. C'est au jour le jour, c'est-à-dire, voilà, je suis en difficulté, j'ai subi des défaites politiques l'année dernière, j'ai mis mon pays dans une situation, enfin, regardez l'autorité de François Bayrou, c'est catastrophique. Eh bien, j'essaye de colmater pour continuer à durer, pour sortir en 2027, puisque je devrais sortir, ou bien en 2027, ce durcissement, cette dramatisation me permettrait de faire une opération, non pas d'article 16, mais me permettrait peut-être de solliciter un nouveau mandat par une manipulation avec le Conseil constitutionnel. J'avais déjà sur cette antenne parlé de ce que pouvait faire Richard Ferrand si jamais Macron, avant la fin de son mandat, démissionnait pour se représenter. C'était possible. Pourquoi qu'à ce moment-là, il se représente? Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui décide qui est candidat et qui ne l'est pas. Comme en Roumanie. C'est la décision qui établit la liste des candidats n'est susceptible d'aucun recours. Ouais. Elle est totalement souveraine du Conseil constitutionnel. Donc, s'il y avait une manipulation quelconque à ce moment-là, qu'est-ce qui l'empêcherait? Le Conseil constitutionnel, on ne peut pas aller devant le Conseil d'État, on ne peut pas aller devant la Cour de cassation. Non, non. La liste publiée par le Conseil constitutionnel, elle sera inattaquable. Mais d'ailleurs, je souligne ce point, en m'éloignant un petit peu du débat sur le kit de survie, c'est que on est dans une situation démocratique qui n'est pas éloignée du tout de celle de la Roumanie. Oui, non, mais c'est certain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on suit de très près ce qui se passe en Roumanie. Florian Philippot a dit ici à notre antenne que ce qui se passait en Roumanie est d'un côté un laboratoire du système européen actuel, de mainmise du système américain européen, pardon, lapsus, actuel sur le gouvernement roumain, mais également, ça pourrait être un laboratoire aussi d'une forme de révolte populaire face à justement cette mainmise. Mais c'est à suivre et c'est ce qu'on suit. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on devait avoir le candidat, vous savez, Simion, qui est le seul qui a eu le droit, présenté comme nationaliste, patriotique, en tout cas, eu le droit de se présenter pour les prochaines élections roumaine, eh bien, c'est encore un petit peu décalé, donc on l'aura lundi, mais on va y arriver, hein, rassurez-vous. Et puis, à ce sujet, Clémence, il y a une autre candidate qui a été validée aussi, et j'ai vu les motivations, c'est hallucinant, quoi. Ah ben non, elle pense pas bien, elle a des vilaines valeurs, donc on lui interdit. Contraire aux valeurs, oui.
Donc, Contraire aux valeurs, voilà. de la démocratie européenne. Alors, on est très nombreux, très très nombreux, mais ça part super vite et super fort ce matin. Donc, chers amis, une seule demande que je vous formule immédiatement. Des pouces sous la vidéo. Mettez évidemment tous les cœurs que vous voulez. Je suis vraiment ravie. Je suis sûre que Régis et Alexandre aussi. Mais mettez des pouces sous la vidéo parce qu'on dépend de cette machine algorithmique, malheureusement. Le jour où on pourra fonctionner que vous et nous en direct, ce sera merveilleux, mais c'est pas encore le cas. Alors, on continue. Donc, ce kit de survie, je voulais peut-être juste préciser une chose, c'est qu'on avait déjà eu plus ou moins une idée de kit de survie qui devait nous être envoyé en cas de coupure d'électricité l'année dernière. On voyait que l'ennemi peut être aussi l'énergie manquante qui vient finalement d'un problème de stratégie de notre propre pays, mais voilà. Et j'ai Fafa dans les commentaires sur YouTube qui dit « J'aimerais bien voir le kit de survie de l'Élysée. C'est vrai que ça peut être inspirant. » Ou alors de Gérard Larcher. On peut demander est-ce qu'il a une boîte de conserve ou est-ce qu'il a un peu plus pour assurer sa survie. C'est une question qui peut se poser. Bon, allez, on change de sujet. On va partir sur Crépol. Là, c'est vous aussi, Alexandre Langlois, qui teniez à réagir là-dessus. Évidemment, vous connaissez la terrible affaire de l'assassinat de Thomas Crépol. Mais il y a des journalistes, donc Jean-Michel Descugis du Parisien, Marc Le Plongeon et l'écrivain Pauline Guéna, qui ont écrit Une nuit en France, qui est paru ce mercredi-là, et qui entend faire la lumière, je les cite, sur le fiasco politico-médiatique qui a suivi le meurtre de Thomas Perotto à Romans-sur-Isère lors d'une fête de village. Et ils veulent déconstruire en fait ce qu'ils appellent cet emballement et ils veulent nier la version des victimes qui parlent de racisme anti-blanc finalement. Eh bien, évidemment, ça a suscité un tollé. Alors que, je le rappelle, l'enquête suit toujours son cours 16 mois après les actes. Et pour le moment, aucun meurtrier n'a véritablement été identifié. Mais je vous propose d'écouter un témoignage sur BFM TV le 24 novembre 2023 d'un de ces jeunes qui raconte que lui, il a bien entendu que les autres jeunes en face d'eux étaient là pour tuer des blancs. On écoute. Moi, j'ai clairement entendu la phrase mot pour mot, on est là pour tuer les blancs. Et moi, il y a mon collègue qui sort devant moi, à 1 mètre de la porte. Je tourne une demi-seconde la tête et il y a un pote à moi qui se prend un couteau dans le dos. Et après, j'entends, on est là pour planter des blancs et c'est pas juste une bagarre de balles comme on a l'habitude, entre guillemets. Voilà, donc racisme anti-blanc, pas racisme anti-blanc, l'enquête est en cours, et puis il y a ce livre qui dit, bah non, c'était pas ça, arrêtez avec votre racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Et ça, Alexandre Langlois, ça vous a fait réagir? C'est toujours les problématiques de racisme. À chaque fois, chacun dit c'est moi le plus grave des racistes, le racisme anti-noir, anti-blanc, tout ce qu'on veut, sauf que le racisme anti-blanc est très difficilement reconnu et pris en compte par la police déjà. Je sais que j'ai eu des amis qui avaient voulu porter plainte parce qu'ils s'étaient fait agresser au nom de sale blanc, etc. On leur a dit non, ça n'existe pas. Bon, alors que ça existe tout à fait, c'est caractérisé. Sur l'enquête en cours, il y a 2 choses à savoir. Donc il y a aussi des fois les gens qui insultent par, langue commune qu'ils utilisent habituellement en disant on va planter des blancs, ou d'autres, des racistes dans l'autre sens, qui disent on va planter des noirs, qui sont pas là dans une attaque raciste en soi, mais qui sont racistes eux-mêmes, voilà, mais qui ne veulent pas forcément caractériser un acte raciste. Ils sont racistes, voilà, mais c'est pas pour ça qu'ils veulent commettre l'acte raciste. Mais par contre, leurs propos traduisent une pensée plus profonde au moment d'une action criminelle et délictuelle. Donc là, on est peut-être dans ce cas-là, c'est à l'enquête de le déterminer, mais en tous les cas, les personnes ont tenu des propos racistes. Donc, ils peuvent peut-être être détachés de l'assassinat du jeune. Par contre, où ils peuvent être mis en commun en tant que situation, en tant qu'acte aggravant. Mais dans les 2 cas, si les propos étaient tenus, ils doivent être pris en compte par la police pour justement analyser. Et s'il y en a plusieurs qui le disent, il y a un faisceau d'indices qui laisse penser que. Mais dans tous les cas, que ce soit associé ou dissocié, si ces paroles ont bien été prononcées comme le témoignage le dit, il y a acte raciste qui doit être puni par rapport aux délinquants qui ont commis cet assassinat. Donc ça, c'est la complication. Après, l'autre chose toujours, c'est pareil, c'est qu'en France, on a voulu, donc là, il y a peut-être Régis, je ne sais pas ce qu'il en pensera, mais j'aimerais bien avoir son avis, c'est à chaque fois classer les peines de chacun avec un classement en disant est-ce que sale noir c'est plus grave que sale blanc, est-ce que sale arabe c'est mieux que là. Moi je suis pour que toutes ces insultes en fait qui sont des insultes et de la dénégration et du rabaissement de l'autre personne soient sanctionnées et qu'on n'ait pas un concours à qu'est-ce qui est le plus grave en fait. Toutes ces choses participent à la déstructuration de la société et justement pas son apaisement, donc devraient être sanctionnées de la même façon par les pouvoirs publics et la justice derrière. Donc voilà, l'enquête dira son cours. Une fois de plus, il y a des gens qui prennent l'enquête en cours,
Donc ça, c'est toujours intéressant. Et quand il y a des fuites, c'est marrant. Certaines fuites sont condamnées immédiatement par l'Élysée en disant c'est inadmissible, secret de l'enquête. Et là, par contre, secret de l'enquête, il n'y a pas de problème. Donc c'est toujours aussi en fonction de qui ça sert derrière. Parce que si jamais il n'y a pas de poursuite derrière en disant on va chercher vos sources comme ça fait, je rappelle que l'Élysée envoie à la DGSI les journalistes qui cherchent sur l'affaire Benalla, envoie à la DGSI, donc la DGSI, le service de contre-espionnage français, ceux qui avaient fait des papiers sur les armes au Yémen, qui avaient fait tous ces trucs-là. Donc là, c'est directement service secret français au nom de la défense des sources, et juste avec des fois des perquisitions chez Mediapart, au Canard enchaîné, ils ont des journaux comme ça. Et là, du coup, pas de problème. Donc, quel récit ça sert pour que les journalistes qui publient ça avec justement des divulgations de secrets de l'enquête ne soient pas inquiétés? Donc, ça sert à un narratif. Et est-ce que du coup, c'est du journalisme ou est-ce que du coup, c'est un article de propagande qui sert à un narratif politique? Donc, les questions se posent derrière aussi. Parce qu'en général, la réaction du pouvoir par rapport à ces publications, quand il y a des secrets de l'enquête, ne sont pas neutres. Oui, évidemment. Régis, alors, comment vous réagissez? Alors, moi, de façon finalement assez simple, le système français, c'est-à-dire à commencer par l'appareil d'État à son sommet, la justice sont terrorisés. Ils sont terrorisés parce que ils savent très bien qu'il y a une situation particulière liée à une immigration incontrôlée depuis 20 ou 30 ans, comme le disent les anciens patrons de la DGSE, les anciens patrons d'autres grands services, ou Stefanini, et donc ils ont peur que ça dégénère. Ils ont peur que ça dégénère, et que ça dégénère comment? Ça dégénère que la population réagisse. Ils ont peur de l'autodéfense, ils ont peur d'affrontements, donc ils passent leur temps à colmater. Ils colmatent et ils bloquent. Et donc, les consignes, elles existent, les consignes. Les consignes, c'est surtout nier le phénomène. Présenter ça, banalisé, et à Crépol, c'est une bagarre de fin de soirée ou de choses comme ça, comme il y en a toujours eu dans les balles à la campagne. Moi, je me rappelle ma jeunesse, le problème, c'est que ça se passait pas nécessairement à coup de couteau. Bon, et qu'il n'y avait pas autant de victimes qu'on peut le voir. Donc, cette histoire de racisme. Alors, je réponds un peu à Alexandre. Le racisme n'est pas dans le code pénal. Il n'est pas sous cette forme. Racisme anti-blanc, racisme anti-noir. Non, c'est la discrimination qui est condamnée, qui est poursuivie. Donc, le problème, c'est qu'il y a une négation dans chez les intellectuels, dans la petite bourgeoisie. Non, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc, il ne peut y avoir que de racisme anti-noir, en confondant le suprémacisme occidental avec le racisme. Oui, il peut y avoir un racisme, pour utiliser ce terme, anti-blanc, c'est évident, c'est de la discrimination. On vient vous agresser parce que vous êtes blanc. Donc, cette discrimination, elle doit être poursuivie et condamnée. Et quand je dis qu'il y a cette peur des institutions que ça apparaisse et que ça suscite des réactions, on le voit bien. Je reviens à la fameuse affaire de la finale de la Ligue des Champions qui avait eu lieu au Stade de France, où il y a eu les incidents qu'on connaît. Les incidents qu'on connaît où, effectivement, tout l'environnement ethnique, parce que bon, c'est une réalité du 93, avait produit toute une série d'agressions. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je vais donner juste deux petits exemples. Premièrement, le ministre de l'Intérieur a menti délibérément comme un arracheur de dents, en disant, voilà, c'était les supporters anglais qui ont mis le bazar. Alors que tout le monde avait vu que ce n'était absolument pas ça. C'était des groupes qui s'étaient organisés, armés, pour venir rançonner et agresser les supporters anglais, justement. Cette inversion. Alors après, on a l'Allemand, le préfet de police, qui est venu pleurnicher avec son bilan d'éborgnage et d'amputation, celui-là, pour dire, j'ai tout raté. Non. Et puis, la carrière de Darmanin continue. Le menteur est aujourd'hui place Vendôme. Deuxième exemple. Toujours dans cette affaire, vous aviez des vidéos de surveillance. Oui. Les vidéos de surveillance sont effacées au bout de 12 jours. Rappelez-vous que ça avait été un scandale international, la façon dont s'était passée cette affaire. Eh bien, comme par hasard, le parquet a oublié de demander qu'on lui produise et qu'on lui remette les enregistrements de vidéos qui ont été automatiquement effacés au bout de 12 jours. Vous me demandez mon avis, j'ai pas de preuves.
je suis obligé d'employer un conditionnel. Est-ce qu'il est possible que le parquet ait justement, délibérément évité de les réclamer? Oui, Je pour réponds instruction. oui. Oui, Je réponds oui. C'est ma conviction, je bien sûr. j'accuse pas, hein, mais je dis, je suis sûr de ça, oui, oui, absolument, pour bien connaître la boutique. Mais pour éviter quoi? Un embrasement, en fait, puisqu'on comprendrait certaines choses et donc ces choses-là provoqueraient un embrasement. Oui, mais oui, et de l'autodéfense, il suffit de voir comment la justice intervient sur les questions d'autodéfense. Les gens qui se défendent, quand on vient dire parfois avec une certaine démagogie, ah bah oui, les victimes sont punies et pas les agresseurs, dès qu'il y a l'expression d'une riposte, c'est des condamnations immédiates et sévères. Oui. C'est clair. Et je pense, alors il y a idéologiquement, il y a un peu l'idéologie de la compassion vis-à-vis des plus pauvres, d'ailleurs, des immigrés, mais il y a aussi la peur que la situation leur échappe. Ils pensent qu'ils vont pouvoir, grâce à ça, contrôler. Mais on peut les comprendre. On peut les comprendre. Alors, regardez l'affaire Naël de Nanterre. L'affaire Naël, où les pouvoirs publics, les médias ont totalement pris la thèse du petit ange parti trop tôt, euh, et malgré ça, on s'est pris 3 semaines d'émeutes Oui. absolument Ah incontrôlables. ouais. Donc imaginez-vous si ça dégénérait vraiment à la suite d'une tragédie encore pire que celle de Nanterre, et des deux côtés. Regardez, autre exemple, après Crépol, je reviens à Crépol, il y a eu des excités locaux, des identitaires qui ont Ça fait est une manifesté. manifestation, Oui. qui sont venus en disant on est chez nous, on est chez nous. Mmh. Ils ont été immédiatement condamnés. La Oui. procédure de Crépol, je peux vous dire qu'avant 2-3 ans, on n'en verra pas le bout. Donc, non, ça a été immédiat. Et il fallait voir les réquisitions du procureur, il faut voir les motivations de la décision telle qu'elle a été rendue. Oui, il y a un parti pris. Je pense qu'il est politique et idéologique aussi, mais c'est d'abord et avant tout pour Juridique. empêcher l'embrasement. Oui, et bah oui, sauf que les Français vont finir par se lasser. Et c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes Je qui sais sont. pas, je sais pas. C'est au service de cette mauvaise cause, c'est-à-dire on nie le problème, on met la poussière sous le tapis. Il y a du monde qui aide Oui. à cette parce qu'ils savent très très bien que avec le système tel qu'il est aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le régler. Oui. Alors justement, pour continuer sur cette ère de révolte, il y a ces fameuses ZFE, zones à faible émission, et ça y est, les sanctions ont commencé, les amendes peuvent commencer à tomber, chouette. 135 € d'amende, c'est voilà, désormais ce que risquent les automobilistes qui ne sont pas autorisés par la bonne vignette, qui n'auraient pas la bonne vignette critère, donc, et qui se risqueraient à aller se promener en voiture, se promener ou emmener leurs enfants à l'école, ou emmener leur maman à l'hôpital, hein, dans ces ZFE. Donc évidemment, une mesure qui fait beaucoup réagir. On en a beaucoup parlé ici, vous vous rappelez, chers auditeurs, avec Alexandre Jardin, avec Daniel Guichard, avec 40 millions d'automobilistes, avec cette pétition qu'on a relayée qui a été lancée pour l'abrogation des ZFE, qui a déjà recueilli plus de 22 000 signatures. Et puis là, on a quand même appris quelque chose d'intéressant. C'est que notre Premier ministre n'a pas de vignette critère sur sa voiture. Je propose de regarder cette petite vidéo. En 2026, avec les zones à faibles émissions, 13 millions d'automobilistes seront considérés comme des délinquants juste pour exercer leur élémentaire liberté de circulation, pour aller au boulot, pour aller se soigner, pour emmener leurs enfants à l'école, pour accéder aux services publics, pour consommer dans les commerces de proximité. On remercie d'ailleurs Édouard Philippe d'avoir inventé ce dispositif des ZFE avec la loi LOM en 2019. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, une pétition a été lancée par 40 millions d'automobilistes et Monsieur Jardin, que nous soutenons et que nous appelons de nos vœux, qui a déjà récolté 20 000 signatures en moins de 4 jours. Bon, bah ça, c'était pas exactement l'histoire du Premier ministre, on va la voir juste après. Ça, c'était, pour vous resituer, le député Pierre Meurin du Rassemblement national, qui était donc à l'Assemblée nationale et qui réagissait à cette histoire de vignette critère et qui a interpellé le même, après, un peu plus tard, le Premier ministre sur sa voiture. On regarde cette vidéo-là. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
dans pas très longtemps. Pourquoi vous n'avez pas de critères sur la voiture d'un homme que vous montrez d'air libre, puisque vous n'avez pas de vignette pour monsieur. Manifestement, monsieur le Premier ministre n'a pas voulu répondre à ma question sur la raison pour laquelle il n'avait pas de vignette critère sur sa voiture, c'est-à-dire qu'il impose la ségrégation sociale de 15 millions de Français, mais il ne se conforme pas à la règle. Voilà. Bon, évidemment, il fait sa promo au passage, hein, mais c'est quand même l'occasion de réagir. On voit bien que tout le monde n'est pas à la même loge sur cette histoire d'amende, de sanctions et des feux. Je vais commencer par vous, Alexandre Langlois. Et ce qui est bien, c'est qu'on fête les 5 ans de l'autotestation Covid. Ouais. Et en fait, il nous refait le même schéma. Les gens vont devoir être triés également. Je rappelle donc là la même chose, parce que ça me fait penser immédiatement ce qu'on vient de voir avec M. Bayrou. Pendant que les gens étaient confinés chez eux, il y a 5 ans, pendant la crise Covid, ils devaient faire des auto-attestations avec des papiers différents en fonction d'où ils allaient, etc. À l'Élysée, c'était la fête. Je rappelle, c'était fête avec les footballeurs, on faisait tourner les serviettes, chansons, et que le et tout Danse, ce qu'on veut, pas de masque, rien du tout. Voilà. Attention à ce que vous dites, c'est un peu tendancieux, Alexandre Langlois. Hein. L'Élysée, ils assument beaucoup, hein, et même Emmanuel Macron l'a dit dans certains interviews, donc de ce qui se passait dans certains ministères. Mais du coup, c'est la même chose en fait. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi, qui font ce qu'ils veulent, qui imposent des tris sélectifs, mais pas des déchets, hein, juste de la population, donc c'est très grave. Et eux font ce qu'ils veulent derrière. Ensuite, derrière, ce qu'on a, donc, il y a l'autre chose qu'on oublie, c'est qu'effectivement, il y a des. Est-ce qu'on aura le même problème qu'on a eu pendant les JO aussi, à force de faire des lois stupides? Est-ce qu'on va arriver à ça? Je rappelle que pendant les JO, donc il y avait toute une zone où il fallait se balader avec un QR code, et certains travailleurs, notamment des éboueurs, n'avaient pas leur QR code, donc n'ont pas pu aller ramasser les poubelles. Donc, est-ce que demain, on aura la même chose, certains véhicules d'éboueurs, certains véhicules prioritaires qui ne pourront pas passer parce que justement, ils n'auront pas leur petite vignette? Et qu'est-ce qui est le plus important? Aller ramasser les poubelles, sauver des vies, intervenir sur une fuite d'eau qui inonde un immeuble, ou alors respecter ça à 135 euros. Parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est le même prix, 135 euros, que l'auto-attestation qu'on n'avait pas pendant le Covid. Hein. Ils gardent les mêmes tarifs, ils sont rigolos. Ils tamponnent toujours pareil. À noter que la gravité de l'infraction, c'est un stop. Hein. Donc, c'est quand vous grillez un stop, vous avez la même chose pour monter le niveau de dangerosité. Parce qu'on a l'impression que des fois, c'est très, très grave. C'est grave de griller un stop, on est d'accord. Mais il n'y a pas non plus... au niveau de l'échelle des infractions, c'est pas très haut. Voilà. Ensuite, c'est toujours pareil. On nous dit que c'est pour lutter contre la pollution, pour un meilleur centre-ville, plus d'écologie, etc. Ça me fait penser, une fois de plus, crise Covid. Crise Covid, on nous disait c'est une crise sanitaire. Que faisaient les policiers espagnols pendant la crise Covid? Ils distribuaient des masques. Que faisait la France? On distribuait des contraventions pour non-respect des auto-attestations, allant jusqu'à, je rappelle à l'époque, mettre une contravention à SDF qui n'avait pas respecté le confinement. Donc voilà. Donc une fois de plus, la France choisit des prétextes pour encaisser de l'argent et contrôler socialement la population. Si jamais on voulait vraiment lutter contre la pollution, on aiderait les gens à changer de voiture, on mettrait des dispositifs d'aide. Mais ça coûte de l'argent, bien évidemment. On mettrait des transports en commun plus performants, on développerait les voies vélo, on mettrait des alternatives à la voiture. Non, on ne propose aucune alternative à la voiture et on dit débrouillez-vous et si vous n'êtes pas capable d'être assez riche pour avoir les bonnes voitures, on vous taxe. Au passage, je rappelle que pour les étiquettes critères, qui étaient déjà aussi un cri en fonction de la pollution, les voitures les plus polluantes, certaines dernières cris Audi, etc., les avaient parce qu'ils avaient réussi à masquer leurs critères de pollution. Oui, et que certaines voitures, comme des 2 chevaux, ne pouvaient pas le faire, alors qu'elles passaient très très bien, mais elles n'avaient pas les bonnes années, etc. Donc il y a aussi cette hypocrisie. Si les industriels qui produisent des grosses voitures ont les moyens de tromper les tests, ils peuvent avoir des belles vignettes et qui ne règlent pas le problème de la pollution. Donc derrière tout ça, on est bien sur un problème de contrôle de la population, tri de la population, faire rentrer de l'argent dans les caisses en tapant une fois de plus les classes moyennes et les plus pauvres au portefeuille. Et donc, on est sur quelque chose de bien éloigné de la volonté affichée politique. Et enfin, pour rebondir, une dernière chose sur le critère, j'allais l'oublier, de notre ami Bayrou, je rappelle que les véhicules de l'État appliquent des règles aux autres, mais ne les appliquent pas à lui-même, l'État en général. Oui. Je rappelle, par exemple, déjà pour les voitures de police, par exemple, la police n'a pas d'assurance. Voilà, par exemple, parce que l'État est son propre assureur, ce qui pose des fois des difficultés par la suite. Autre chose aussi, c'est que des fois, nous disent, je donne cette anecdote. Oui, pardon, elles n'ont pas l'air toutes neuves, les voitures de la police. Je ne suis pas sûre qu'elles soient toujours dans les critères, là. Ouais. Et c'est ça que je vais prendre comme exemple, justement. C'est que, par exemple, il y avait une personne qui avait fait le tour d'un véhicule de police, qui avait les pneus plats, les pneus, les freins un peu usés, etc. Elle marque dans le carnet de bord voiture défaillante. Je ne peux pas la prendre. On lui dit oui, mais il y a une mission à assurer. La mission est prioritaire sur la sécurité du véhicule. Très bien, ordre acté oralement. Voilà. Résultat des courses, la personne prend le véhicule et a un accident. Percute une greffière sur un
sur un passage piéton devant le palais de justice de Paris et la tue. Oula, ouais. Résultat des courses. Oui, non, mais c'est grave, je veux dire, ça va très loin. Mais ce qui veut dire derrière, l'affaire a été, la hiérarchie policière a dit, on n'a jamais dit de prendre la voiture, c'est que des ordres oraux. Donc, c'est la personne qui a marqué dans le carnet qui avait une différence, qui a pris la voiture, qui a été sanctionnée. Et derrière, il y a quand même quelqu'un qui est mort et l'État n'a pas assumé ses responsabilités parce que derrière, la victime, bien évidemment, et la famille de la victime n'a pas été indemnisée à la hauteur du préjudice. Donc, on est sur quelque chose de dramatique et c'est sur ça qu'on est en train d'arriver. C'est que l'État, lui, va s'exonérer des règles, va pouvoir continuer d'avoir des trucs qui datent d'un autre âge, mais par contre va imposer ça au lambda moyen. C'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et c'est insupportable parce que les gens attendent de l'exemplarité de l'État. Bah, évidemment. Ils attendent, montrez-nous l'exemple et on va faire pareil. Et l'État dit, non, moi j'ai le pouvoir de vous imposer ce que je dis, mais j'ai aussi le pouvoir de m'en exonérer. Et on est sur ce problème de non-responsabilité de l'État qui veut limiter les libertés des autres pour s'octroyer à sa classe politique et à ceux qui permettent d'assurer son train de vie des passe-droits. Et je continue votre parallèle, Alexandre Langlois, puisque vous rappeliez évidemment les 5 ans du confinement, que les policiers étaient les seuls à ne pas être, enfin les seuls, en tout cas une grande partie des seuls, à ne pas être obligés d'aller à la vaccination. Donc on voit bien ici qu'encore une fois, c'est bien pratique d'avoir ceux qui mettent les autres en ordre, comment dire, de ne pas leur impliquer nos propres obligations, nos propres règles, puisque finalement on perdrait peut-être beaucoup de ces forces de l'ordre. Et juste pour revenir une dernière fois, justement, ça me fait penser à un dernier sujet sur les passe-droits, c'est que pendant les JO, il y avait aussi un QR code pour circuler dans Paris, et l'Assemblée nationale se trouvait dans cette zone à QR code. Et du coup, les députés, plutôt que de dire c'est aberrant, on va enlever ce QR code, se sont auto-exonérés de l'obligation d'avoir un QR code. Bah, Donc voilà, c'est quand même assez magnifique à chaque fois. On n'est pas aidé non plus par nos élus parce que là, on a un élu RN qui fait le beau, mais au moment des QR codes sur les JO, on ne l'a pas entendu dire, il faut le supprimer parce qu'on est dans la zone, même juste parce qu'on est dans la zone. On ne veut pas un traitement de faveur, on voudrait être traité comme tout le monde. oui. Donc c'est assez amusant de ces élus qui, des fois, donc là, à juste titre, on va louer l'action, mais des fois oublient qu'ils s'accordent eux-mêmes des passe-droits. Oui, puis comme c'est toujours le même principe de discrimination d'une partie de la population, normalement, par principe, à chaque fois, il devrait avoir la même réaction, normalement, hein, et pas en fonction des tendances politiques et des intérêts électoraux. Et une dernière chose avant de donner la parole à Régis de Castelnau par rapport à ce que vous avez dit. Là, vous citez les voitures de police qui ne rentrent pas dans les critères parce que pauvre police a des voitures complètement défectueuses, parce qu'on se demande où passe tout l'argent qui devrait leur être attribué. Mais pour le cas, je précise que vous avez vu, évidemment, la voiture et d'ailleurs le chauffeur de notre Premier ministre, lui, c'est pas un problème de voiture défectueuse, c'est juste qu'ils n'ont pas besoin de s'amoindrir et de se rabaisser et aller faire cette démarche, c'est tout. Voilà. Régis. Moi, quand j'ai appris, parce que je n'avais pas suivi ça, la mise en place de ces ZFE, de ces zones à forte exclusion, j'ai été complètement estomaqué. Je me suis dit, décidément, le système et ses soutiens de la petite bourgeoisie urbaine, parce qu'il faut quand même rappeler que ce sont ces gens-là, ceux qui habitent le 11e arrondissement de Paris et qui votent pour Sandrine Rousseau, qui sont à l'origine, qui soutiennent ce genre de mesures et à qui ce pouvoir donne des gages pour continuer à bénéficier de son soutien. J'ai écouté l'autre jour une émission et un débat entre Christophe Guilluy avec son dernier livre et Pierre Vermeuren, qui sont des spécialistes de cette césure entre les métropoles connectées et la France périphérique. Là, on a quand même, on l'a beaucoup entendu, y compris sur votre antenne, on a quand même un mécanisme visant à virer les gueux des zones où habitent ces gens-là. C'est quand même extraordinaire, parce que le résultat, l'incidence sur la pollution, l'incidence sur le réchauffement climatique, c'est zéro. La France est un pays, est un pays assez, je veux dire, résilient dans ce domaine. Hein. Si on s'attaquait vraiment aux causes de la pollution, ce serait pas la France qui serait la première accusée. Ça, c'était ma première observation. C'est donc une guerre sociale qui est faite au peuple français et à cette partie du peuple français qui sont les couches populaires, qui sont ce qu'on qualifie par commodité la France périphérique. Je me demande
comment les gens supportent ça. Alors, il y a bien évidemment des réactions, mais moyennant quoi, hier, Pannier-Runacher est venu à l'Assemblée, ah, si, ça va sauver des vies et tout, c'est une blague. On ne veut plus avoir les gueux dans les jambes, c'est la bonne expression, c'est médiéval comme mesure. Alors, simplement, je réponds à ce que disait Alexandre, c'est que comme pour le Covid, la police ne va pas manquer à l'État et au système. Ils vont faire diligence comme ils l'ont fait au moment du Covid. Si vous faites une statistique, j'en ai vu, c'est vertigineux. En France, il y a eu 1 200 000 amendes pour les gens qui avaient mal rédigé l'auto-attestation ou bien qui allaient se promener tout seuls en forêt qui était donc en contravention avec le confinement. Même en Allemagne, ça a été 10 fois moins. 10 fois moins de sanctions. Quand on voyait les gens sur les plages, il y avait personne ou un surfeur qui immédiatement, on avait une escouade de gendarmes qui venaient pour le verbaliser, quasiment le mettre en garde à vue. Ça a dû se faire d'ailleurs à certains moments. Donc c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que il n'y a pas de réaction à ce niveau-là et que pour mettre en place ces mesures qui sont invraisemblables, des mesures de discrimination, des mesures qui sont des mesures de lutte des classes, soyons clairs, eh bien, l'appareil policier, l'appareil de répression est disponible, le doigt sur la couture du pantalon. Alors, quand on fait un petit peu des études électorales, on s'aperçoit que les forces de l'ordre votent massivement pour le RN. À l'Assemblée, on critique et on gueule contre les ZFE, mais dès lors qu'il s'agit de réprimer les pauvres, là, ces gens-là sont toujours au premier rang, ils sont tout à fait d'accord pour remplir ces missions. Je suis désolé Alexandre, là je dis un petit peu du mal des forces de l'ordre en général, mais moi ça me choque profondément. Il y a jamais eu un communiqué d'un syndicat, il n'y a jamais eu des mouvements, des pétitions, leur Régis, t'as perdu ton micro. Oui, et il a... C'est bon là, oui, je ne sais Ouais. pas pourquoi il s'est découpé tout seul. C'est peut-être l'arrivée de notre ami Vidal. Oh, voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu dramatique parce que manifestement, on s'aperçoit que, cette mesure va être maintenue et que le rapport de force politique n'a pas été suffisant et que les forces de l'ordre, les forces de l'État vont les mettre en œuvre parce que l'objectif sera quoi? Sera d'arriver à l'objectif qui consiste à sortir les pauvres des métropoles et à rentrer de l'argent. Donc voilà, je me demande comment le peuple Juste, français Régis, continue à peut-être, accepter ce genre je de pense choses. que Alexandre Langlois va vouloir répondre et après on va devoir clôturer, mais il me semble qu'il y a des policiers de manière personnelle qui ont tenté, et même syndicalistes, puisque le Vigie c'était aussi ce qu'ils ont fait, Non, mais il y a qui ont tenté... Alexandre. Il y a Alexandre, évidemment quoi, en gros, Alexandre. pour sauver la cause. Non, mais voilà, il y en a qui ont tenté, mais sauf que du coup, aujourd'hui, ils ne sont plus policiers. Donc, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alexandre, d'ailleurs, peut-être nous raconter un peu votre histoire. Vous avez tenté de dénoncer ce qui se passait, et notamment dans les forces de l'ordre, et au final, vous n'êtes plus policier. Il s'est passé quoi entre les deux? Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui ont essayé dans la police de se battre contre ce qui se passait, notamment au moment des Gilets jaunes, du Covid, etc., sur les limitations de liberté. Vigie s'en est emparé et il y a un autre syndicat qui s'appelait France Police. Je suis plus dans la police et à France Police, c'était, comment il s'appelle, Bruno Attal, que je ne partage pas forcément toutes ses opinions, Oui. mais en tous les cas, sur certains combats, on était d'accord. Et la même chose également, il a été remercié et avec un coup de pied aux fesses. Voilà. Et après, je sais que pendant mon conseil de discipline, quand M. Darmanin demandait mon exclusion à corps et à cri, le syndicat Alliance à l'époque s'était battu pour que je sois pas justement sanctionné en disant il y a quand même une priorité de la défense du droit syndical par rapport aux nos divergences qu'on peut avoir, ça, on doit être soudés. Malgré ça, le ministre a dit « je fais ce que je veux ». C'est moi le chef, Ouais. donc c'est moi qui décide. Donc résultat des courses, voilà. Donc avec derrière et les autres syndicats, on dit bah nous on a compris la leçon. On voit qu'il y a un pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Intérieur qui fait ce qu'il veut.
Hein. Je rappelle qu'à l'époque, en plus, Alliance avait critiqué, je ne sais plus quelle mesure, dans une intervention dans le 93 de ce qui s'était passé, une intervention dans le 93, qui était justement mise en cause de la politique macronienne. Et le BFM à l'époque n'avait pas mis le petit bandeau délégué Alliance. Et donc, du coup, le ministre avait dit, ils n'ont pas parlé en tant que délégué syndical, ils ont parlé à titre personnel, donc je les sanctionne. Oui. Sachant que c'était des gens qui étaient permanents syndicaux. C'est-à-dire qu'en fait, leur mission, ils n'avaient pas sur le terrain. Donc, l'hypocrisie à ce niveau, c'est un niveau de répression interne au niveau des forces de l'ordre, justement, pour que ce soit des forces de l'ordre et plus des gardiens de la paix. Et donc, l'autre chose derrière, c'est que derrière, on baisse le niveau de recrutement. Hein. Je rappelle que Emmanuel Macron, pour avoir plus de monde, il a descendu le niveau du concours à 5 de moyenne pour essayer de prendre des gens comme il peut. Et même avec ça, il n'arrive pas à remplacer les départs parce que les policiers s'en vont écœurés. Les gendarmes aussi s'en vont écœurés de leur mission parce que c'est pas pour ça qu'ils sont rentrés. Donc, la plupart qui pourraient tenir la baraque s'en vont parce qu'ils en peuvent plus de se faire réprimer, sanctionner, juste parce qu'ils veulent faire leur métier en conscience et défendre les valeurs pour lesquelles ils sont engagés, plutôt que les valeurs de la Macronie qui ne sont pas du tout les mêmes. Et du coup, derrière, il va rester que des policiers effectivement malléables qui vont pouvoir faire et obéir aux ordres de façon très rapide. Avec aussi toute une caste de commissaires qui touchent des primes, selon le point, pouvant aller jusqu'à 160 000 € annuels pour les plus gros directeurs. Et donc, Manuel Valls, à l'époque, avait mis en place ce système, avait dit « Je suis sûr comme ça d'avoir des gardes-chourbes qui pourront fouetter leurs effectifs parce que pour une telle prime, je suis sûr que les gens sont prêts à faire n'importe quoi. » Donc voilà, et depuis, le système n'a pas été changé. Donc, on a un système pyramidal dans la police nationale très hiérarchisé, avec une haute hiérarchie payée à ce niveau-là, c'est quasiment de la corruption par l'État, et des gens en bas qui sont virés de la police quand ils osent parler. Ceux qui sont avec conscience, qui ne veulent pas parler mais veulent rester tranquilles, démissionnent et s'en vont ailleurs. Résultat des courses, on recrute des gens qui n'ont pas un niveau de réflexion forcément capable de résister aux ordres qu'ils vont avoir. Et on a cette situation où c'est le feu dans les quartiers, c'est le feu à droite à gauche en France, les gens ne peuvent plus se balader en sécurité, mais dans les quartiers très riches, ça va, parce que du coup, les gueux ne seront pas là, comme l'a dit Régis, et à côté de ça, leur sécurité sera assurée par des milices privées. Parce qu'eux, ils auront les moyens de s'acheter des gardes du corps, des sociétés de sécurité privées, et le reste du pays, ce sera mourir tranquillement. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place, un système complètement abject et complètement, qui est contre la sécurité des gens. Voilà. Ouais. C'est bien résumé. Mourrez tranquillement, mais préparez quand même votre kit de survie contre l'ennemi encore imaginaire. Voilà, toute la boucle est bouclée. Si on a besoin de vous envoyer au front ou pour nettoyer nos affaires, avec une petite chose sur les ZFE, les policiers n'ont pas forcément les moyens de se payer des belles voitures. Donc, à un moment, si les transports en commun ne leur permettent pas d'aller à leur lieu de travail, comment vont-ils faire? Parce qu'ils n'auront pas les moyens d'y aller. Et d'ailleurs, oui, mais pour tous les. Alors là, très bon sujet aussi, Alexandre Langlois, parce que c'est le même problème pour les profs, parce qu'évidemment, les profs, leur salaire n'a pas augmenté depuis une vingtaine d'années, mais il faut quand même qu'ils puissent aller, parce que parfois les académies peuvent être très éloignées, enfin les logements par rapport à l'école où ils doivent enseigner. Et la même chose pour tout ce qui est hôpitaux. Hôpitaux, la même chose, et même tout simplement tous ces braves gens qui veulent plus de gueux, juste leurs femmes de ménage et leurs nounous. Hein, ils habitent pas dans le même quartier qu'eux. Donc en fait, à un moment, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et même pour aller plus loin, leur garde de sécurité privée, à un moment, ne pourront pas arriver non plus parce qu'ils n'auront pas les moyens. Donc en fait, ils sont en train de se faire un microcosme. Et j'attends avec plaisir de savoir les exemptions qu'il y aura avec la petite astérix. Finalement, telle profession, on n'aura pas besoin, telle profession, on n'aura pas besoin. Voilà, apparemment, c'est que pour les premiers ministres. Oui, mais on a vu pour les métiers, attention, pour les métiers, attention, il était possible de faire, par exemple, de l'arrivée de migrants, des migrants légaux, parce que c'était bien pratique pour certains métiers ou certaines classes sociales, visiblement. Donc voilà, donc les ZFE, ce qu'ils feront pareil. Donc voilà, donc il y aura un moment, ça va poser des problèmes parce que moi, je serai dans un métier où je dois venir dans un endroit où je ne peux pas habiter. C'est le cas de nombreux fonctionnaires, notamment parce que l'État ne paye pas ses fonctionnaires. Et ben du coup, comment on fait? Et que du coup, on s'arrange comment? Parce qu'il n'y a pas de transport en commun. C'est ce que je dis en fait. La boucle est bouclée en fait. On détruit d'un côté le service public de transport en commun, d'un autre côté, on met des règles. Et voilà, donc au final, les gens vont pouvoir mourir tranquillement parce que la police ne pourra pas faire son travail, ne pourront pas être soignés. Enfin, tout part à volo. Peut-être juste une distinction sur le on ne paye pas les fonctionnaires, on va peut-être faire une distinction sur les fonctionnaires de terrain qui sont sur place. Oui, en dehors des hauts fonctionnaires. Et voilà. on ne parle pas de ceux qui sont dans les bureaux et qui font, les autres. Tuer. Voilà. Merci Régis de Castelnau, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci Alexandre Langlois, auteur de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie édition Talma. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don
à toxin-media.fr, toxin-media.fr. Et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.